Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, je vais faire des cours sur le codage et la théorie de l'information. Donc, voici le contenu de la matière. C'est l'information et le codage, chapitre 1. Chapitre 2, le canal de transmission. Chapitre 3, codage de source. Chapitre 4, les principes généraux des codes correcteurs d'erreurs. Chapitre 5, on va voir l'introduction au codage canal. Donc, l'information et le codage, on va commencer par chapitre 1 par une introduction, rappel sur les probabilités, notion de quantité d'information, des mesures de l'information, information mutuelle, entropie et application. Donc, l'introduction, nous avons les premières tentatives de définition de l'information, c'était en 1920. La théorie de l'information à partir de 1948, des travaux de Shannon, discipline fondamentale qui s'applique dans le domaine de communication pour soit déterminer les limites imposées par les lois de la nature lorsqu'on doit stocker ou bien transmettre le contenu d'une source ou bien d'une information. Proposer des dispositifs permettant d'atteindre ou d'approcher ces limites. Donc, la théorie de l'information ne cesse de se développer car les exigences actuelles s'orientent vers une augmentation constante de l'information à stocker ou bien à transmettre. Donc, voici quelques rappels sur les probabilités. On va commencer par l'expérience aléatoire. Nous avons dans l'étude des probabilités, chaque process observé est appelé une expérience. Donc, une expérience est dite aléatoire si les résultats ou bien les observations ne sont pas prévisibles. Des exemples typiques d'expériences aléatoires, donc nous avons par exemple le résultat de jet d'un dé ou d'une pièce de monnaie, la sélection d'un message émis lors de la transmission de plusieurs messages, etc. Donc, deuxièmement, on va voir l'espace des solutions et événements. Nous avons l'ensemble des résultats possibles d'une expérience aléatoire est appelé espace des solutions ou des réalisations grand S. Donc, un élément de grand S est appelé une réalisation. Un ensemble grand A est appelé sous-ensemble de B. Et notez que A est compris dans B. Si tous les éléments de A sont aussi éléments de B, nous avons l'espace de réalisation aux solutions est un sous-espace de lui-même, donc soit S inclus dans S, il est souvent appelé l'événement certain. Donc maintenant on va voir l'algèbre d'événements. Le complément d'un événement A est noté à barre et l'événement contenant toutes les réalisations de S à l'exclusion de ceux de A. Nous avons que l'union des événements A et B notés A union B correspond à l'événement contenant toutes les réalisations, soit de A, soit de B, soit appartenant aux deux. Troisièmement, l'intersection des événements A et B notés A inter B correspond à l'événement contenant toutes les réalisations appartenant en même temps à A et à B. L'événement contenant aucune réalisation est appelé l'événement nul, noté phi, qui correspond à un événement impossible. Nous avons deux événements A et B sont dits en mutuel, exclusion ou disjoint, s'ils contiennent une réalisation commune, donc soit A inter B égale à phi. En utilisant les précédentes définitions, nous obtenons les identités suivantes. Donc, nous avons S bar égale à l'ensemble vide. L'ensemble vide phi et bar égale à S. S union A égale à S. S inter A égale à A. S, A union A bar égale à S. A inter A bar égale à l'ensemble phi. A deux fois bar égale à l'ensemble A. Donc, quatrièmement, on va voir la probabilité des événements. Nous avons que l'affectation de nombres réels aux événements définis dans l'espace des solutions S est appelée la mesure de probabilité. Nous avons que la probabilité P de A d'un événement A est un nombre réel associé à A, de telle façon à satisfaire les trois axiomes. Donc, nous avons P de A est supérieur ou égal à 0, PS1, l'ensemble P de S égale à 1.
La probabilité de A union B égale à la probabilité de A plus la probabilité de B si nous avons l'intersection de A et B égale à phi. Donc, avec les précédents axiomes, les propriétés utiles peuvent être obtenues. Donc, nous avons P de A bar égale à 1, P de phi égale à 0, P de A inférieur ou égal à P de B, c'est A inclus dans B, PA union B égale à P de A plus P de B moins PA inter B. La probabilité de A elle est inférieure à la probabilité ou égale à la probabilité de S égale à 1. Nous avons la probabilité de A, elle est comprise entre 0 et 1. La probabilité de A union B est inférieure ou égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. Donc, nous avons P de A est défini en termes de fréquence relative de réalisation. En supposant que l'expérience est répétée n fois, c'est l'événement grand A se produit NA fois. Alors, sa probabilité est définie comme la probabilité P de A égale la limite NA sur N quand n tend vers l'infini. Donc, nous avons l'événement équiprobable, donc soit un espace des solutions finies grand S avec des éléments finis. Sachant que grand S égale un espace lambda 1, lambda 2 jusqu'à lambda n, où lambda i sont des événements élémentaires. Donc, soit la probabilité de lambda i est égale à P de i, alors il faut que la probabilité P de i soit comprise entre 0 et 1 pour i varie de 1 jusqu'à n. La somme des probabilités P de i varie de 1 à n égale à P1, P2 plus Pn égale à 1. Maintenant, lorsque tous les événements élémentaires, lambda i varie de 1 jusqu'à 2 jusqu'à n, sont équiprobables, c'est-à-dire que la probabilité P1 égale à la probabilité P2 égale à la probabilité Pn, ainsi que la probabilité Pi égale à 1 sur n. Maintenant, on va voir la probabilité conditionnelle. Nous avons que les probabilités conditionnelles prennent en compte les informations concernant l'issue d'une expérience qui modifie la probabilité des événements liés à cette expérience. Donc, comment calculer une probabilité conditionnelle? Donc, on considère une expérience aléatoire et deux événements quelconques de probabilité non nulle. Donc, grand A et grand B. Nous avons que la probabilité de l'événement B, sachant que l'événement A est réalisé, notez P de B, sachant A, est alors, nous avons le nombre déçu de A inter B divisé par le nombre déçu, le tout divisé par le nombre déçu de A divisé par le nombre déçu. Donc, est égal nombre déçu de A inter B sur le nombre déçu de A. Maintenant, on calcule une probabilité conditionnelle à l'aide de la définition suivante. Donc, nous avons la probabilité P de A sachant A, P de B pardon, sachant A est égale à la probabilité de A inter B sur P de A. Sachant que la probabilité P de A inter B, c'est la probabilité conjointe de A et B. Maintenant, nous avons les propriétés des probabilités conditionnelles. La probabilité de B sachant A égale à 1 moins P de A sachant B. La probabilité de A sachant B égale la probabilité de A fois la probabilité de B sachant A divisée par la probabilité P de B. La probabilité de A inter B est égale à la probabilité de B inter A fois P de A. Est égale à la probabilité de A slash B fois P de B. Maintenant, si on va définir l'indépendance, nous avons deux événements sont indépendants si la réalisation de l'un de ces événements ne s'influe pas sur la probabilité de l'autre. Donc, on doit donc avoir P de B sachant A est égal à P de B, c'est-à-dire que la probabilité de A inter B sur P de A est égale à P de B. Donc, automatiquement, la probabilité de A inter B est égale à la probabilité de A fois la probabilité de B, sachant que A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale la probabilité de A fois la probabilité de B.
Maintenant, on va voir la probabilité totale. Nous avons les événements A1, A2 jusqu'à AN sont dits en exclusion mutuelle et exhaustif si l'union de AI, sachant que I variable 1 jusqu'à N égale A1, union A2, union AN égale à S. Et AI union AG égale à l'ensemble phi, avec Is, bien sûr, différent de G. Donc, soit B est un événement quelconque de S, la probabilité totale de l'événement B est P de B égale la somme I variable 1 jusqu'à N. La probabilité de B inter AI est égale la somme I variable 1 hatten N P de B sachant AI fois P de A. Donc, maintenant, on considère que A égale à AI dans l'équation de la probabilité conditionnelle, nous obtenons la probabilité de AI sachant B égale la probabilité de B sachant AI fois P de AI sur la somme de probabilité B sachant AI fois P de A sachant I. Donc ça, c'est le théorème de Bayes. Maintenant, on va voir la notion de quantité d'information. On va définir c'est quoi l'information. Donc, l'incertitude d'un événement ou self-information ou quantité d'information. Une information, c'est un élément de connaissance qui peut être conservé, mis en mémoire, traité. Donc, c'est le traitement de l'information ou bien transmis. La difficulté rencontrée pour définir la quantité d'informations relatives à un événement est liée au caractère subjectif de l'information effectivement apportée par la réalisation de cet événement. Nous avons que la quantité d'informations est relative à un contenu statistique plus grande si on ne s'attend pas à ce que l'événement se réalise. Maintenant, on va voir description qualitative de l'information. Donc, nous avons qualitativement fournir une information consiste à lever une partie de l'incertitude sur l'issue d'une expérience aléatoire. Exemple, l'observation d'un O à la sortie d'un canal binaire bruité augmente la probabilité qu'un 0 a été émis et diminue la probabilité qu'un 1 ait été émis. Maintenant, considérons les deux événements X et Y. D'une façon générale, nous avons la probabilité conditionnelle P de X sachant Y peut être interprétée comme la modification apportée à la probabilité P de X de l'événement X lorsqu'on reçoit l'information que l'événement Y est réalisé. Nous avons l'information Y est réalisée, modifie la probabilité de X. Donc, plus précisément, c'est P de XY soit inférieur à P de X. Donc, l'incertitude sur X augmente. C'est la probabilité de P de X sachant Y supérieure ou égale à P de X. Nous avons l'incertitude sur X diminue. Une diminution de l'incertitude sur X doit être comprise comme un gain d'information sur X et inversement. Une augmentation de l'incertitude sur X doit être comprise comme une perte d'information sur X. Nous avons que le gain d'information maximale sur X sera obtenu lorsque la probabilité de X sachant Y égale à 1, c'est-à-dire essentiellement lorsque X égale à Y. Donc, cette quantité fonction de la probabilité sera appelée information propre de X, notée L de X, égale F de P de X. Donc, pour quantifier l'information, il nous faudra spécifier et définir cette fonction F. Maintenant, troisièmement, on va voir la description quantitative de l'information. Nous avons que l'information propre de X doit être une information de sa probabilité I de X égale la F de P de X. Donc, pour définir F, nous admettrons que l'information propre de X, c'est une fonction décroissante de P de X. En effet, un événement certain n'apporte aucune information, alors qu'un événement improbable
en apportera beaucoup. Nous avons l'information propre est une grandeur additive si les événements x, y sont statiquement indépendants. Alors, l'information totale qu'ils peuvent fournir est la somme des informations propres. Donc, nous avons f de p de x, y égale à f de p de x fois p de y est égal à f de p de x plus f de p de y. Donc, nous devrons donc choisir une fonction de la forme i de x égale lambda logarithme de p de x, sachant que lambda soit inférieur à 0 pour assurer la décroissance par rapport à p de x. Le choix de lambda va dépendre de l'unité d'information que nous choisirons. Dans notre cas, nous utilisons le bit. Un bit est égal à la quantité d'informations fournie par le choix d'une alternative parmi deux équis probables. En clair, cela signifie que X est un espace probabilisé dans l'espace des épreuves 0 et 1 menu d'une loi uniforme, c'est-à-dire la probabilité de 0 égale la probabilité de 1 égale à 1,5, ainsi que la quantité d'informations fournie par la réalisation de l'événement X égale à 0 ou bien X égale à 1 est dit un bit. Donc, nous avons E de 0, c'est lambda logarithme de P de 0, donc est égal à moins lambda log de 2 égale à 1. Donc, lambda égale à moins 1 sur log 2, ce qui revient à choisir le logarithme en base 2 pour la définition E de x. Donc, E de x égale à moins logarithme de P de x. Sachant que E de x peut être interprété a priori par l'incertitude qui règne sur la réalisation de x, a posteriori par l'information apportée par la réalisation de x. Le terme bit est une abréviation de binary digit, mais ne doit pas être compris comme symbole binaire, mais comme une unité de mesure de l'information. Donc, voici un exemple, soit une source dont l'alphabet de sortie A0 jusqu'à A15 comprend 16 lettres équis probables. C'est-à-dire pour tout cas, K compris entre 0 et 16, la probabilité A de K égale à 1 sur 16. Nous avons que l'information propre de l'une de ces sorties à K sera égale à I à K égale moins log de 1 sur 16 égale à 4 bits. Pour représenter cette information, il faut disposer de 4 symboles binaires. Bien sûr, il faut prendre garde que ce résultat n'est vrai que parce que les lettres de la source sont équis probables. En effet, ce n'est pas le cas, l'information propre de l'événement AK sera généralement différente de 4. Des propriétés, nous avons que E de x est d'autant plus grande que P de x est petite. Cx est toujours réalisé, c'est-à-dire E de x égale à 0. Cx est très rare, P de x est proche de 0, E de x tend vers l'infini. C'est P de x inférieur ou égal à 1, donc E de x soit supérieur à 0. Donc, nous avons le cas d'une probabilité conditionnelle I de x sachant y égale moins logarithme de la probabilité de x sachant y, remarquant que la probabilité de x inter y est égale à la probabilité de x fois la probabilité de y inter x. On déduit que I de x inter y est égal à I de x plus I de y sachant x. Et nous avons que I de x inter y est égal à I de xy est égal à I de x plus I de y sachant x. C'est l'information conjointe. Donc, seulement si les événements x et y sont indépendants, on retrouve l'axiome I de x inter y est égal à I de x plus I de y. Donc, la quantité d'informations apportée par la réalisation conjointe des deux événements indépendants est égale à la somme de celles apportées séparément par chacun d'eux. Maintenant, on va voir la définition de l'information mutuelle des deux événements. Nous considérons un espace de probabilité conjoint x fois y. Nous désirons ici donner une mesure quantitative de ce que nous apporte la réalisation d'un événement y inclus dans grand Y sur la possibilité de réalisation d'un autre événement x appartient à grand X.
Donc, nous avons l'occurrence de l'événement Y transforme la probabilité a priori P de X de l'événement X en la probabilité a posteriori P de X sachant Y. Donc, l'information mutuelle entre les événements X et Y est définie par I de XY égale logarithme 2 de P de XY sachant Y sur P de X, donc qui est égal à I de X moins I de X sachant Y, qui correspond à la part d'incertitude commune à deux événements. Donc, par l'application de probabilité conditionnelle, nous avons que I de Y point virgule X égale logarithme 2, la probabilité de Y sur X divisé par P de Y, donc qui est égal à I de Y moins I de Y sachant X, est égal à I de X point virgule Y. Et aussi, nous avons le I de X point virgule Y est égal à I de X plus I de Y moins I de X inter Y. Maintenant, on va avoir des discussions sur le signe de I de XY. Donc, nous avons I de XY supérieur à 0 signifie que si l'un des deux événements se réalise, alors la probabilité d'occurrence de l'autre augmente. I de XY inférieur à 0 signifie que si l'un des deux événements réalise, alors la probabilité d'occurrence de l'autre diminue. Et nous avons I de XY égale à 0 signifie que les deux événements sont statistiquement indépendants. Nous avons la valeur maximale de I de XY pour X et Y quelconque. Donc, la valeur maximale de I de X virgule Y est atteinte lorsque la probabilité de X sachant Y égale à 1. En effet, tout se passe comme si Y égale à X. Donc, on aura I de X point virgule Y égale logarithme 2 1 sur P de X. Maintenant, on va voir l'entropie, l'information mutuelle moyenne. Donc, l'entropie d'une variable aléatoire discrète, soit X, une variable aléatoire à valeur dans X1, X2, X1, tel que P de I égale la probabilité de grand X égale à petit X de I. Pour I varie bien sûr de 1 jusqu'à N. Nous avons que l'entropie de X notée H de X, c'est la moyenne des incertitudes calculées sur les événements grand X égale à XI. L'entropie, c'est l'espérance de la quantité d'informations apportée par la réalisation d'un événement. Donc, H de X, c'est la somme de PI fois I de I est égale à moins la somme de PI log de PI. L'entropie d'une source discrète est donc la quantité moyenne d'informations par symbole et exprimée par bit ou bien par symbole, c'est le théorème de Shannon. Donc, des remarques, nous avons H de X dépend de la loi de probabilité de X, mais n'est pas une fonction des valeurs prises par grand X. H de X correspond à l'espérance mathématique de la variable aléatoire, incertitude, et de X définie par, et de X égale à moins log P de X. Exprimé en Shannon, H de X représente le nombre moyen de bits nécessaires à la codification binaire des différentes réalisations de X. Maintenant, on va voir les propriétés de l'entropie. L'entropie d'une variable aléatoire X a n valeurs possibles et maximum et vaut log 2 de n lorsque la loi X est uniforme. Donc, nous avons H de X soit inférieur ou égal à log 2 de n. En effet, l'incertitude sur X, c'est la plus grande de toutes les valeurs possibles qui ont la même probabilité de se réaliser. L'entropie augmente lorsque le nombre des valeurs possibles augmente. L'information mutuelle moyenne, c'est la quantité d'informations moyenne partagée par X et Y. Elle est égale à la formule suivante. Donc, I de XY égale H de X moins H de X sachant Y est égal à H de Y moins H de Y sachant X. Donc, I de XY égale H de X plus H de Y moins H de XY. Maintenant, ces X et Y sont indépendants, c'est-à-dire I de XY égale à 0. Si X égale à Y, le I de XY est égal à H de X est égal à H de Y. Donc, le cas général, c'est j'ai le I de XY compris entre 0 et H de X et I de XY compris entre 0 et H de Y.
Maintenant, on va voir l'entropie conjointe H de XY. C'est l'incertitude moyenne ou bien c'est la quantité d'informations moyenne de X ou Y est donnée par l'entropie conjointe ou bien composée. Donc, nous avons H de XY égale moins double somme, I varie de 1 jusqu'à N, de G varie de 1 jusqu'à M. La probabilité de X, Y, fois log de la probabilité de X, Y. Donc, l'entropie conditionnelle H de X, sachant Y, l'incertitude moyenne sur X après la connaissance de Y, c'est la quantité d'informations qui reste à acquérir pour connaître X lorsque Y est connu, est donné par l'entropie conditionnelle. Donc, nous avons H de XY, H de X sachant Y égale moins la somme, I varie de 1 jusqu'à grand N, G varie de 1 jusqu'à M, la probabilité P de X, Y et G, fois log de P de X sachant Y. Maintenant, on va voir la règle de chaînage, c'est la relation entre les entropies. H de XY, c'est H de X plus H de Y sachant X est égal à H de Y plus H de X sachant Y. On peut illustrer ces relations par une représentation en diagramme de Venn qui constituait un moyen mnémotechnique. Donc, voici la figure qui représente chaque ensemble et l'intersection, elle est notée bleu rouge. Maintenant, on va voir l'entropie relative, soit S une source discrète à grand N valeurs possibles et d'entropie H de S est inférieure à log 2 de N. Donc, l'entropie relative, c'est HR de S égale à H de S sur logarithme de N étant inférieur à 1. Maintenant, la redondance et la redondance relative, R égale à H0 moins H de S en bits. Avec H0, c'est logarithme de grand N. Et la redondance relative égale à 1 moins HR de S, en pourcentage bien sûr, est différente de 0. Donc, nous sommes à la fin de la vidéo pour le premier chapitre, c'est l'information et le codage. La prochaine vidéo, Inch'Allah, on va faire le canal de transmission et après on va faire le codage de source, les principaux généraux des codes correcteurs d'erreurs et une introduction au codage canal. Donc, je vous remercie pour votre attention. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.